Bonjour, le café politique en mode estival. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons revenir sur quelques-unes des séquences marquantes de cette émission. Vous le savez, les élus se sont succédés ici, au bistrot du théâtre, à Montigny-le-Bretonneux, pour parler de l'actualité, bien évidemment, mais aussi de leur parcours et de leurs engagements. Dans la séquence qui va suivre, c'est Joséphine Coleman-Berger, la mère de Plaisir, qui nous parle de sa précédente vie de comédienne et de metteur en scène, elle qui a notamment adapté au théâtre la bande dessinée Les Bidochons. C'était comment cette vie d'avant? C'était bien. Vous la regrettez un petit peu? Non, non, je la regrette pas. Non, bien sûr que non. C'était un choix de ma part très très réfléchi. Parce que pendant un certain temps, j'ai eu une concomitance entre la vie politique en tant qu'adjointe à la culture et ma vie professionnelle, effectivement, de metteur en scène de théâtre. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix et je l'ai fait, mais sans aucun regret. Vraiment. Vous avez signé des adaptations de bandes dessinées, notamment Les Bidochons, par exemple. Oui. Quel souvenir vous gardez de votre vie d'avant, voilà, justement? Oh, je garde un souvenir extraordinaire parce que j'ai fait des rencontres particulièrement fortes, ne serait-ce que tout le travail avec Fluide Glacial, avec Monsieur Binet qui était le dessinateur des Bidochons, avec qui j'ai travaillé sur l'adaptation, Carmen Cru également, puisqu'il y a eu plus de 700 représentations sur les deux, que ce soit les Bidochons, Carmen Cru. Alors je ne peux pas dire que je sois une spécialiste de la bande dessinée, mais en tout cas pendant cette période, oui, avec la compagnie, on l'a été, et on a fait beaucoup de représentations, que ce soit en France ou en Europe. Et ça a été vraiment une vie passionnante de tourner, un petit peu ce que les gens savent du théâtre et des compagnies théâtrales qui fonctionnent bien. On a eu cette chance de très très bien fonctionner. Et vous avez attrapé le virus de la politique tout de suite? Vous vous êtes dit, il faut que j'aille encore après plus loin que la culture? Ça s'est pas passé comme ça, je m'en suis pas rendu compte moi-même. Je crois qu'il y a eu des choses qui ont été plutôt des évidences. Vous savez, quand on fait du théâtre ou quand on est professeur, parce que j'ai été professeur également dans une école internationale sur la production de spectacles vivants, eh bien, vous donnez. Vous êtes à l'écoute, vous êtes dans une proximité très grande avec les gens. Et finalement, c'était pas une continuité, mais presque. Alors, je voudrais pas vous entendre dire que la politique et le théâtre, ça se ressemble beaucoup. Ça. Mais je vous voyais dire. C'est de la représentation, de la mise en scène, on se met en scène en politique. C'est un peu vrai quand même. Oui, bien sûr, regardez la preuve. On est bien là, je suis sous les projecteurs, ça ne me change pas beaucoup parce que j'étais comédienne aussi. Donc on pourrait dire que je peux m'en servir. Non, c'est plutôt un atout supplémentaire d'être à l'aise, mais c'est surtout, je dirais, cette volonté de s'occuper d'un vrai projet et d'être mère. Je trouve que c'est un projet extraordinaire parce que vous êtes en proximité des gens et je pense avoir au moins cette qualité-là, c'est d'aimer les gens. Je me suis engagé en politique. J'étais dans mon salon, je regardais la télé et puis je ne me rappelle plus très bien ce que c'était, mais j'avais vu un reportage sur une situation en France et je m'étais dit, faut que ça change. Et pour changer les choses, il faut avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il faut s'engager en politique, il faut militer, il faut aller voter. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagé au sein de l'UMP parce que, évidemment, j'ai des valeurs de droite, l'autorité, le mérite, le travail. Et donc voilà, tout est parti de là. C'était clair dès le début, le choix de la famille politique, oui, c'était l'UMP oui, tout à fait. Nécessairement. Oui. Vous aviez envie de faire carrière politique déjà à cette époque? Et là aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de faire carrière dans la politique? Déjà à l'époque, j'avais envie d'être maire de Maurepas. Parce que comme j'y suis né, je suis natif de la ville, et donc je suis enraciné dans ma ville, et donc j'avais envie de porter justement des projets pour les Maurepasiens et d'améliorer ma ville. Donc voilà, c'était en tout cas l'ambition que j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, donc cette carrière politique, là vous étiez remplaçant suppléant sur les élections départementales, donc en cas de désistement des têtes de liste, vous prendrez la place au conseil départemental. C'est comme ça que vous allez progresser, continuer en politique? Alors, chaque chose en son temps. Je suis jeune maire, ça fait 1 an que je suis élu, j'ai 32 ans. Je ne suis pas, comme beaucoup d'hommes politiques, ils sont déjà dans l'après. Moi, je suis dans le présent. J'agis maintenant et voilà, j'ai tout l'avenir devant moi. La politique pour vous débute à 19 ans, vous êtes né en 67. Engagement militant lors d'une manifestation organisée contre le projet de réforme de l'université d'Alain de Vaquet, le ministre de Jacques Chirac à l'époque. C'est ça, le déclenchement de l'engagement politique pour vous? Ça remonte à ça ou... Oui, bon, en termes d'engagement, c'est les premiers La conscience pas. politique... Mais je pense que la conscience politique, elle était née avant. En tout cas, la conscience politique, c'est quelque chose d'assez sommaire, un peu rudimentaire au départ, mais quand on a 16-17 ans, mais j'ai été très heurté par le racisme. Pourquoi? Parce que j'ai fait une partie de ma scolarité comme enfant en Afrique noire, et où on était là... évidemment des écoles très mélangées, par définition, peu d'Européens. Et quand je suis rentré en France, j'avais été très frappé par
par ça. En Bretagne, qui n'était pas spécialement une région raciste, mais il y avait du racisme, et c'est ça qui a été le moteur de mon engagement. Je portais assez mal les manifestations d'intolérance en direction de gens, juste en raison de leur couleur de peau. Et le Parti Socialiste, ça s'est imposé justement dans cette... rapidement pour vous ? C'était le parti de gauche qui était là, qui était disponible. Vous savez, ça se joue à beaucoup de hasard. De hasard au sens où vous rencontrez des personnes. Moi, j'ai pas été trotskiste dans ma jeunesse, par exemple. D'ailleurs, Le Point dit que j'ai été trotskiste. C'est bien une chose que j'ai pas été. J'ai trotskiste. Ressentez pas une certaine frustration parce que vous le dites, vous êtes un soutien du François Hollande d'avant. Le changement, c'est avant, c'est plus maintenant. Il n'y a pas une certaine frustration d'incarner une ligne politique qui n'est pas majoritaire aujourd'hui, finalement, si on s'en tient au vote des différentes motions et puis au Congrès également? Non, parce que bon, de toute façon, la politique, c'est un éternel rapport de force, donc rien n'est jamais fini. Puis c'est au sein même de sa famille politique, mais il un faut rapport voir de force. les sujets les uns après les autres. Il y a des sujets sur lesquels on arrive à obtenir gain de cause, il y a d'autres où c'est plus difficile, mais c'est pas... oui, pour répondre à votre question, même dans sa famille politique, à un moment donné, mais c'est vrai partout, et on est en permanence dans un équilibre à trouver et à essayer de s'imposer par le débat, de manière plus intelligente possible, mais de s'imposer pour faire valoir ses idées. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement-là? Parce que vous l'avez dit, ça a été difficile au début, il n'y avait pas d'appui, vous n'étiez pas au sein d'une majorité pour apprendre justement, il a fallu apprendre toute seule un petit peu. Parce que... après c'est des parcours de vie, moi j'ai fait mes études, j'ai commencé à enseigner, puis à un moment donné c'était plus suffisant, il fallait que j'avais besoin de cet engagement militant depuis très longtemps, et puis le constat aussi d'un certain moment, je viens d'une famille ancrée à gauche, syndicaliste, mais l'engagement politique c'est un autre pas, et c'est aussi le fruit aussi de constats concernant des injustices qui font qu'à un moment donné on se dit non, c'est pas possible et il faut s'engager. Et puis il y a aussi le constat parfois de voir le personnel politique qui est en responsabilité, on se dit finalement, je donnerai pas de nom, mais on se dit je ne vais pas faire forcément plus mal, quoi. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite? Oui, là en l'occurrence c'était plutôt à droite. Mais aujourd'hui, par exemple? Je pense que c'est ce qu'il faut dire aussi à tous ceux qui hésitent à s'engager, c'est-à-dire que c'est pas un métier de faire de la politique, c'est des convictions. Et donc, moi j'appelle à tous ceux qui parfois râlent, sont pas contents, à venir au contraire s'engager en politique et à montrer qu'ils peuvent peut-être faire mieux. Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'UMP, vers la droite, vers les Républicains aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'origine? J'ai toujours été gaulliste par tradition à la fois familiale et puis l'itinéraire que j'ai suivi depuis mon adolescence. Ma première affiche, je l'ai collée en 65, donc vous voyez que c'est pas récent. C'était pour qui? C'était dans quel cadre? C'était à l'époque pour la campagne présidentielle du général de Gaulle. C'était une affiche extraordinaire que j'avais, qui malheureusement a disparu. Est-ce que j'allais vous demander, vous ne l'avez pas gardé? Je l'avais gardé très longtemps et lors d'un déménagement, on voyait un bras avec 2 étoiles qui tenait Marianne. C'était le grand dessinateur Savignac qui l'avait fait. Et c'était écrit dessus, j'ai 7 ans, laissez-moi grandir. Elle était magnifique cette affiche. Vous avez été député, on l'a mentionné brièvement aussi, mais poste de secrétaire d'État, de ministre, ça par contre, ça ne figure pas dans votre CV. Est-ce que c'est un regret? Alors, comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des choses qui se disent aussi. Il y avait des hommes forts sur le département des Yvelines il y a quelques années, vous en faisiez partie, avec également Michel Rocard, et vous n'avez pas forcément d'affinité avec lui. Et vous n'avez pas d'affinité avec moi. C'est lui qui n'avait pas d'affinité avec vous? Oui, je crois. Parce que... Et ça venait pas de lui. Alors, c'est la... En tout cas, c'est ce qui explique cette tension entre vous deux, politique, politicienne, mais c'est ce qui explique en tout cas qu'après vous n'ayez pas eu de poste de secrétaire d'État ou ministre. J'étais le responsable du CRS au Parti Socialiste dans le département, enfin avec d'autres, mais je veux dire, voilà. Et puis Michel, et surtout des amis à lui, étaient responsables du courant Rocard, quoi. Voilà, c'est un peu le même schéma qu'aujourd'hui. On a une gauche à gauche et une gauche plus à droite. Oui, c'est un petit peu ça. Enfin, tout ça est compliqué. Et voilà, et puis on s'entendait pas bien. Et donc, je peux le raconter. J'ai été une fois proposé
ministre du logement et en 48 heures c'était réglé, c'était non, parce que voilà, M. Malandrin il est un peu têtu, il dit des choses qu'il ne faut pas dire, enfin, et peut-être que... Et vous le regrettez ? Et c'est Louis Besson qui a été nommé ministre et pour moi, non. Il n'y a pas de regret ? Vous ne regrettez pas vos prises de position ou la façon dont... Louis a fait un boulot formidable et moi j'ai travaillé avec lui sur plusieurs lois qui durent encore. Hein. Michel Rocard, un homme qui a été influent pour vous. Vous avez été président fondateur du mouvement des jeunes socialistes, et c'est Michel Rocard qui a donné un petit peu la dépendance, l'autonomie à cette formation. C'est surprenant, Michel Rocard, c'est plutôt libéral. C'est pas la gauche de la gauche. Non, mais ça évolue par la suite. Non, mais c'est pas ça. C'est Rocard, c'est plus. On le classe, grossièrement quand on dit le PS. Il y avait Mitterrand à la gauche, on aurait dit. Et Rocard à la droite. La réalité, c'est que quand vous regardez et quand on prend le temps de lire Michel Rocard, on voit que par exemple dans la critique qu'il a de la financiarisation de l'économie, d'un développement d'une forme de capitalisme dévoyé, etc., qui se désintéresse finalement de l'outil industriel pour se préoccuper que de la rentabilité de l'action et du capital. Il a eu un discours très fort et des propositions qui ont été très importantes. Et quand on voit la place qu'il a accordée, lui, à la question par exemple climatique, il est un des premiers socialistes à s'être emparé de cette question, là où honnêtement, on a été, nous, à gauche, très en retard de ce qu'étaient les prises de conscience dans la société civile ou du côté d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, de l'importance aujourd'hui du climat et de l'environnement. Et pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs ? C'est parce que quand l'environnement se dégrade, ça touche qui en premier ? Les catégories les plus vulnérables et les plus modestes. C'est pour ça que l'enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu social. Et bien sûr, ces questions-là, Rocard, oui, ça reste une référence, mais pour la gauche, même pour ceux qui ont pu être ses adversaires politiques, oui, bien sûr. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, pour être très honnête. Je l'ai recroisé l'année dernière. Mais ça reste une référence intellectuelle que je respecte et avec laquelle je conserve des points d'accord, évidemment. Vous disiez aussi tout à l'heure avoir à un moment fait un petit peu marche arrière parce que vous aviez des engagements personnels, familiales, puis des engagements professionnels aussi parce que vous êtes dentiste au civil. Voilà. Vous continuez votre activité ? 4-5 heures par semaine. C'est pas beaucoup. Oui. Vous le regrettez ? Ou maintenant vous êtes pleinement reconverti en politique ? Non, je ne suis pas reconverti en politique. Vous voulez garder j'estime que je ne fais pas de politique. Je gère une ville. C'est pas de la politique. Il y a des gens qui se lancent en politique pour faire une carrière et qui ont presque un plan de carrière. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas été candidat au cantonal alors que j'aurais pu tout à fait, ayant déjà été élu et réélu, j'aurais pu tout à fait me porter candidat et je pense que j'aurais été élu. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que ce qui vous intéresse, c'est la ville. J'estime que la gestion de ma ville, je ne suis pas allé, non pas que le fait d'être conseiller départemental, c'est pas un mandat intéressant, mais le fait de m'occuper de la ville à l'heure actuelle, ça me suffit. Vous êtes aussi vice-président de la communauté de Versailles-Grand Parc. Vous avez tout de même été candidat en tant que suppléant de Jean-Michel Forgousse aux législatives sur la 11e circonscription. Tout à fait. Il n'y a pas de volonté de justement vous tourner un peu vers le national, un poste de député ? Non, pas moi. Ça vous intéresse pas à mon âge. Hein. Pas à mon âge. Non. Et vous pourriez continuer longtemps, candidat déjà pour un autre mandat dans votre tête, où vous vous dites ce mandat-là, ce sera bien déjà ? J'ai dit que ça serait le dernier. C'est clair et c'est acté ? Ce serait mon dernier mandat municipal. Je pense qu'à un âge, après, faut passer à autre chose. Vous êtes convaincu de la totale déliquescence des fondements et des valeurs mêmes de la République, hein ? Absolument, je suis gaulliste. Je me suis d'ailleurs engagé en politique en 1958 avec le retour du général de Gaulle. En 1959, j'étais le plus jeune encarté UNR. Michel Debré, le Premier ministre, m'avait pris sous sa tutelle. Il m'a présenté au général. C'était un grand bonheur pour moi à l'époque. Je ne l'ai jamais revu après. De près, enfin de loin oui, mais de près non. Mais ceci étant dit, donc je suis resté un gaulliste toute ma vie et je continue donc à essayer, tant que faire se peut, dans un monde effectivement que je ne comprends plus. La France, je ne comprends plus ce qui s'y passe. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. L'intérêt général prend le pas largement sur l'intérêt particulier, sur l'intérêt général. Et donc j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer à servir de caution
à un système auquel je ne comprends plus rien du tout. Vous avez 75 ans, 30 ans à la tête d'une même commune, 14 ans au Conseil général des Yvelines, dont 4 à la vice-présidence également. Oui. Et pourtant, rien vraiment ne vous destinez à la politique. Vous êtes tous sauf carriériste. Non, rien du tout, non. J'ai été, on va dire, un militant extrêmement actif de 1958 à 1983 où je suis devenu maire. C'était mon premier mandat. Donc je ne faisais qu'être un militant partout sur les marchés, mais vraiment extrêmement actif. Hein. Et puis c'est en 83, donc mon prédécesseur m'a appelé dans son équipe municipale, ou plutôt c'est moi d'ailleurs qui suis venu le convaincre de partir parce qu'il ne voulait pas repartir au municipal de 83. On a gagné, il m'a nommé adjoint et en 86 il a décidé de partir et il a dit qu'il m'a demandé de le remplacer. Je n'y étais pas du tout préparé parce que j'avais une vie professionnelle dans le nucléaire, je dirais, extrêmement prenante. Il n'y a rien qui vous destinait à la politique, si ce n'est le caractère peut-être, celui que vous avez hérité de votre grand-mère bretonne. Alors vous avez récemment, vous avez lu mon bouquin, et tout à fait, vous avez récemment publié un livre, La force de la conviction, aux éditions de l'Archipel, et vous en parlez beaucoup de votre grand-mère. Elle vous a enseigné, je vous cite, l'intégrité, la pugnacité, la volonté de tracer votre route en dehors des clous. Personnage important, votre grand-mère. Absolument, c'était une grand-mère, je dirais, très particulière. Hein. Il valait mieux ne pas la croiser, hein, parce que il risquait de vous arriver des procès, je dirais, immédiatement. Non, elle était vraiment extrêmement volontariste. Et puis, j'étais son seul petit-fils au départ, en tous les cas, parce qu'après, j'ai eu des sœurs. Et elle m'avait pris, elle, alors sous son aile, me protéger de mon père, parce que mon père, lui, c'était à coup de bâton que ça se passait, en permanence. Donc, effectivement, ma grand-mère m'a beaucoup aidé, je dirais, dans ma vie. Et après tout, peut-être que je tiens un peu de son caractère, je ne sais pas. Ça a forgé votre caractère, votre détermination, vos convictions. Absolument. Ça a joué un rôle important. Oui, mais il y a les jésuites derrière aussi qui s'y sont mis, hein, parce que j'étais un sacré chenapan quand j'étais jeune. Henri Paillot, très mauvais élève. Indiscipliné aussi. Ce sont des défauts qu'on n'attend pas trop pour un homme politique, pourtant. Bah oui, mais c'est vieux, ça. Je vais vous amener à présent sur un autre terrain qui ne va pas forcément vous plaire. Vous êtes une femme, est-ce que ça change des choses en politique lorsqu'on est à la tête d'une des plus importantes communes des Yvelines? C'est la 7e commune des Yvelines avec un peu plus de 30 000 habitants, une des rares femmes aussi présidente d'agglomération, de communauté de communes. Ça change quelque chose? Est-ce que c'est plus difficile en politique? Est-ce que vous avez perçu les choses comme plus dures? Il y a eu plus de preuves à faire? Je ne sens pas. Ou alors je n'y pense pas, à vrai dire. Est-ce qu'on vous le dit? Non, on me dit les choses différemment. On me dit par exemple, vous êtes consciente que vous tenez une ville de cette importance, Madame le maire? Je dis, est-ce que vous poseriez cette question à un homme? Ça oui, on me l'a dit plusieurs fois. Je pense qu'il y a encore cette surprise qu'on puisse avoir des responsabilités de cette envergure. Je vous avoue qu'au quotidien, moi, j'y pense pas du tout. J'aborde le monde politique où il y a énormément d'hommes, parce que dans des grandes réunions, vous voyez surtout beaucoup d'hommes. Il y a très très peu de femmes encore, mais je me sens ni différente, ni supérieure, ni inférieure. Je me sens tout à fait dans une dynamique de travail, et c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes la seule femme à diriger une fédération socialiste en Île-de-France. Comment ça s'explique? Le Parti socialiste a du mal à se féminiser? Non, la vie politique en général n'est pas facile pour les femmes, même s'il y a eu beaucoup de faits. Et je pense que si la gauche n'avait pas été au pouvoir, on n'en serait pas là, puisque toutes les lois de parité, toutes les lois qui permettaient plus de représentativité des femmes, ce sont à chaque fois des gouvernements de gauche qui les ont portées. Mais c'est un travail sur le long terme. Et puis c'est vrai qu'on essaye de le changer, mais les réunions politiques, c'est le soir. Donc pour une vie familiale, c'est compliqué. Comment vous êtes accueilli par vos homologues hommes, masculins? Jamais ressenti de... Bon, après, même par le passé? Aujourd'hui peut-être moins, mais par le passé? Non, je n'ai jamais ressenti de problème de ce côté-là. Après, c'est plutôt parfois que je me sens un petit peu seule, mais ouais, Comment vous avez réagi dans l'actualité récente au niveau national à la démission de Yacine Chaoua? On va repréciser un petit peu ce dossier. Oui. C'était le nouveau, éphémère secrétaire national adjoint du PS en charge de l'intégration, qui a été condamné par le passé pour des violences conjugales, qui a été nommé. Il y a eu un tollé sur notamment les réseaux sociaux. Qui ont joué leur rôle, oui. Et il a démissionné. Qui ont joué leur rôle, donc vous approuvez? Oui, tout à fait, puisque à un moment donné, au moins, on peut critiquer les réseaux sociaux, mais ça joue ce rôle d'alerte aussi. Il y a plusieurs choses. Il y a une première faute politique qui était de l'avoir nommé. Je pense que... Une faute de votre famille politique. Oui, on peut se tromper. Hein, c'est pas... Et puis ensuite, il y a une deuxième faute qui est la manière dont lui s'est justifié pour démissionner. Je pense qu'à un moment donné, jamais ce dossier ne doit exister parce qu'il ne doit pas être présent
Moi, je ne suis pas pour qu'on condamne les gens 2, 3, 4 fois, une fois que les peines ont été... mais il y a aussi des postes à responsabilité qui sont des postes aussi où on est exposé. Et je pense qu'on pouvait trouver plein d'autres personnes aussi capables que lui d'assumer cette charge. Donc c'était une erreur de le proposer. Ce best-of du Café Politique se poursuit. Il est à présent question de l'élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Au 1er janvier 2016, les communes de Maurepas, de Coignères ou encore des Clés-sous-Bois vont intégrer l'ancienne ville nouvelle. Les maires concernés ne comptent pas faire de la figuration et ils le font régulièrement savoir, notamment sur notre antenne. Et puis, juste après, retour sur l'une des polémiques de cette année, la baisse des subventions à la culture par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, justement. La droite majoritaire dit qu'il faut faire des économies, la gauche dans l'opposition s'insurge. 1er janvier 2016, la ville de Maurepas ainsi que Plaisir, Les Clés, Villepreux, Coignères rejoignent Saint-Quentin en Yvelines pour faire une agglomération de 230 000 habitants. C'est une bonne chose? C'est positif pour Maurepas? Oui, c'est positif. Qui en a fait partie par le passé de cette agglomération. Tout à fait, et 30 ans après, on y retourne. Donc vous voyez, le temps qu'on a perdu. Je pense que c'est une perte de temps parce qu'on le voit avec les villes qui en font partie, qui ont su se dynamiser, notamment dans leur zone d'activité économique, dans la rénovation de leur équipement. Moi, je récupère des équipements qui sont dans un état lamentable. Et dans les villes aux alentours, qui font partie de la Casquille, ils ont été financés grâce à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Donc je pense que c'est positif pour la ville parce que nous sommes dans un même bassin de vie. Et nous avons beaucoup de choses en commun avec les villes entrantes, notamment avec Plaisir, avec Les Clés, Villepreux et Coignères. Nous avons des projets communs qu'il faudra porter ensemble au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Comme d'ailleurs l'équipement nautique, puisque Plaisir et Les Clés et Villepreux dans leur communauté d'agglomération ont une piscine en commun. Donc je pense qu'il faut qu'on apporte aussi ces sujets-là ensemble. Mais malgré tout, l'agglomération de Saint-Quentin qui est à l'heure des choix, il faut faire des choix tout simplement pour faire des économies, il faut faire des choix sur les compétences. S'il fallait supprimer certaines compétences, ce seraient lesquelles? Vous qui allez arriver au sein de l'agglomération. Pour le moment, on n'en est pas là, mais je pense vous regardez, j'imagine déjà. Oui, tout à fait. Il y a des compétences obligatoires, il y a des compétences optionnelles. Il faudra discuter de tout ça. Il faudra discuter du pacte financier également. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Moi, je refuse que les impôts locaux augmentent. Il faut baisser drastiquement la dépense publique et il faut surtout, et ça c'est l'échec des intercommunalités depuis des années, c'est la mutualisation de nos services. Si j'entre dans une grande communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, il faut qu'on mutualise nos services pour faire des économies et améliorer le service public. Je ne souhaite pas rentrer ou partir à la Casquille ou être avec la Casquille uniquement comme ça, sans réflexion. Il y a tout un travail de préparation à faire. La Casquille a plus de 30 ans d'existence. Nous sommes une intercommunalité toute petite, mais malgré tout représentant 62 000 personnes. C'est pas anodin. Avec Maurepas et Coignères, parce que je continue de le dire, eh bien nous pourrions effectivement remettre à plat les choses et avoir une réflexion en commun pour que nous ne soyons pas perdants dans cette opération. La défense de la culture à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a eu des choix qui ont été faits parce qu'il faut faire des économies, là encore, sur l'agglomération de Saint-Quentin. Il y a eu des coupes budgétaires sur l'aspect culture. On va repréciser que ce n'est pas une compétence obligatoire non plus de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui a décidé de faire des économies sur ces différents postes. Il y a un collectif qui s'est monté avec beaucoup d'élus de gauche, voire tous les élus de gauche du territoire, pour défendre cette culture. Ça, c'est une valeur de gauche à défendre. Je vais emprunter à une chronique ce matin de François Morel sur France Inter, pardon de citer une radio concurrente, mais il citait Churchill, et je trouve, il m'a rappelé cette citation que je connaissais mais que j'avais oubliée. Churchill, à qui on demandait de couper dans le budget de la culture pour financer l'effort de guerre. Et il a répondu quoi? Mais alors pourquoi nous battons-nous? Il avait réclamé du sang et des larmes, il avait annoncé qu'il y aurait du sang et des larmes aux Britanniques, mais il a, au moment où on lui demande de couper le budget de la culture pour financer l'effort de guerre, cette phrase-là. Et aujourd'hui, à Saint-Quentin, la Meurise, Grenier-à-Sel, la ferme de Béléva, le Scarabée, tous ces équipements, toutes ces associations se voient privées de dizaines de milliers d'euros, un tiers de leurs subventions, parce que l'agglomération fait le choix de couper dans ces dépenses-là. Et de demander aussi aux communes de venir compenser. Oui, les communes viennent compenser parce que c'est des compétences des communes et pas des agglomérations. Oui, mais sauf qu'on maintient, heureusement pour la scène nationale, parce que c'est une compétence, et pour le prisme à Elancourt, donc Montigny et Elancourt ont les moyens préservés, je m'en réjouis, mais là c'est une question de statut sur les institutions, oui, d'accord, sur les équipements aussi. Je viens de me dire, à la fin, on a des engagements pris pour les saisons à venir
à la Meurise, à la ferme de Bel-et-Bas. Comment on fait? On dénonce les contrats? Non, évidemment, on ne va pas le faire. Donc on a été chercher des moyens supplémentaires et on va les trouver, sans doute, pour compenser cela. Mais c'est un choix politique. Cette attitude qui consiste, de la part de l'agglo, à passer le ballon de rugby à d'autres en disant c'est pas ma faute, c'est l'autre. Bon, la réalité, c'est que on a eu, avec les événements du début de l'année, les grandes manifestations pour la République, un désir profond de se réunir, de vivre ensemble, et justement, quand est-ce qu'on se retrouve, sinon par la culture? On a un des territoires les plus créatifs, les plus innovants qui soit sur le plan culturel. On est en train de sacrifier cela. Eh bien, ça va avoir de l'impact, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir, y compris des conséquences en termes de vivre ensemble, dans l'agressivité, dans des personnes. C'est évident, c'est le choix politique fait par la majorité de droite aujourd'hui de l'agglomération. Je le regrette, nous le combattrons et nous serons aux côtés des acteurs culturels pour éviter cette casse, parce que c'est une véritable casse des équipements culturels et des associations culturelles sur le territoire. Les conflits en politique, ce n'est pas réservé uniquement aux adversaires au sein même des partis. Les tensions existent. Dans la séquence qui va suivre, le maire de Maurepas revient sur les municipales et sur le fait qu'il n'ait pas trouvé un soutien total pendant la dernière campagne. Et puis juste après, ce sera au tour du maire de Coignères de revenir sur l'épisode qui lui a coûté le poste de conseiller départemental il y a quelques années. Quand vous avez décidé de vous lancer avec cette légitimité de Morpasien en quête du poste de maire de la ville, ça n'a pas été si facile que ça. Sur votre route, il y avait Pierre Le Guérinel. Il était adjoint de Georges Mougeot, le maire d'Hiver-Gauche, qui était en poste depuis 89, qui a décidé, lui, de ne pas se représenter au dernier scrutin. Pierre Le Guérinel qui quitte quelques mois avant le scrutin la majorité et qui veut porter une liste UMP, UDI. Et là, vos familles politiques se divisent. Vous l'avez vécu comment cette période? C'était une période compliquée, parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, les zigzags de l'ancien premier adjoint de Georges Mougeot. Et évidemment, moi je croyais, j'avais la vérité avec moi, et je croyais en ce que je faisais à l'époque. Et évidemment, je crois que les Morpasiens m'ont donné raison de toute façon, parce qu'ils ont tranché. Ils ont tranché pour le candidat du renouveau, celui avec son équipe, qui fait de la politique avec le cœur, avec sincérité, avec honnêteté. Et voilà, bon, maintenant c'est du passé. Mais la campagne a été difficile malgré tout. Est-ce que ça laisse des traces? Parce qu'au sein même de votre famille politique, vous n'aviez pas forcément l'investiture au tout début. L'UMP qui est revenu vers vous après pendant l'entre-deux tours. Absolument. On vous a proposé de faire une fusion avec Pierre Le Guérinel. Vous n'en avez pas voulu. Vous êtes resté avec votre liste que vous aviez composée. J'étais persuadé que je gagnerais sans alliance. Parce que j'étais persuadé que Pierre Le Guérinel partirait à gauche, comme il l'avait fait en 2008, au second tour. Et voilà. Les résultats sont là. Ça a été une campagne difficile. Alors je ne suis pas rancunier par nature, mais je n'oublie pas. Un dernier mot, on va parler, on en a assez peu parlé tout de même de votre passage au Conseil général. Vous en avez été vice-président. 2008, ça s'arrête en raison d'une division des voix à droite, d'une liste dissidente à la vôtre, une liste menée par le premier adjoint d'Elancourt, appuyée par le maire d'Elancourt qui d'ailleurs vient cette fois-ci d'être élu conseiller départemental en mars dernier. C'est un peu l'ironie de l'histoire. On n'est jamais trahi que dans son propre camp. Oui, absolument. C'est une histoire extrêmement douloureuse. J'étais vice-président sortant du Conseil général. J'avais fait basculer en 94, alors que je ne le cherchais pas. Je pensais que j'allais être battu, et je le souhaitais presque même d'être battu. Étant donné le peu de temps que j'avais, pour la première fois, j'avais fait basculer le canton de Maurepas, donc à droite. Et là-dessus, je suis réélu en 2001, déjà avec des bâtons dans les roues de Jean-Michel Faurousse. Et en 2008, alors que je suis vice-président sortant, eh bien, il décide de présenter son premier adjoint en dissidence. J'ai fait appel, bien évidemment. Alors, au niveau départemental, j'avais été investi par 485 voix sur 495. D'ailleurs, Jean-Michel Faurousse, qui demandait son investiture sur Elancourt, n'en a obtenu que 350 ou 355. Eh bien, il a donc lancé son premier adjoint en dissidence contre moi. J'ai fait appel au national. Jean-Michel Faurousse a été condamné. Et on lui a demandé de retirer cette dissidence. Il ne l'a pas fait. Et le résultat, on sait très bien ce qui se passe dans ce cas. Au deuxième tour, il y avait Jean-Michel Favier et moi-même. Je dirais, les voix se divisent et puis on perd. Et donc, Ismaël Ivan, qui représentait le Parti socialiste, a remporté le canton. C'est un des épisodes les plus douloureux de votre vie politique? Je dirais que oui, c'était assez désastreux. On a perdu le canton. Et puis là-dessus, je n'ai pas accepté. D'ailleurs, ça a été en procès, tout ça. Bon. Et puis il a été
Et il a perdu, Jean-Michel Faurbus. Le café politique se referme, c'est la fin de ce best-of. L'intégralité des émissions sont à retrouver sur notre site internet, ainsi que le premier best-of consacré au premier mois de la saison. Je vous souhaite un très bel été.